2 mois une autorisation officielle de l'Agence européenne. Donc ça veut dire que Mais ce qui ne permet... ce médicament, ce traitement, il sera disponible et utilisable en France dans les 2 mois, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de janvier. Alors, avec une AMM européenne, ce qu'il faut voir, c'est que la France a un mécanisme de façon pour des traitements d'urgence ou des traitements critiques, d'avoir un accès précoce avant l'AMM européenne. Donc, il y a quand même une évaluation faite par les autorités, c'est ce qui est en cours aujourd'hui, de façon à permettre l'accès en amont de l'AMM officielle. Les autorités françaises pourraient décider d'autoriser ce traitement avant que les autorités européennes ne le fassent. Et donc, je vais vous reposer la même question. Quand est-ce que ce traitement sera autorisé ou autorisé par les autorités françaises? Il sera autorisé sous format d'un accès précoce au moment de, je vous parlais de mi-décembre, on va dire, au moment de la disponibilité du produit qui va être concomitante avec une approbation des autorités sur un accès précoce et ça en amont de l'autorisation de l'Agence européenne. Donc de ce que je comprends, d'ici 1 mois, ce médicament sera non seulement disponible mais autorisé en France. Voilà. Très bien. Donc il sera disponible en pharmacie sous le nom de Lagevrio. Ah, c'est un nouveau nom. Voilà. Alors expliquez-nous. Ça, pour l'instant, c'est la molécule qui s'appelle... voilà, il y a toujours un molécule et après il y a un nom de marque. Donc le nom de cette molécule s'appelle Lagevrio et sera disponible dans les pharmacies en France au mois de décembre et on l'espère tôt dans le mois de décembre. Ce médicament, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Il se présente comment? Il sert à quoi? Et quelle est son efficacité? Alors, c'est un antiviral. Donc ça vient bloquer la réplication du virus et éviter que, du coup, il se propage dans le corps. Ça, c'est la première étape. Comment il fonctionne? Dans le Covid, vous avez 2 phases de la maladie. Une première phase qui est la phase virale, c'est là où il y a le virus et c'est les premiers jours du traitement, les premiers jours suivant les premiers symptômes. Après, si ça se dégrade, ça devient une phase immunitaire. Donc ça traite vraiment le début de la maladie et ça va venir éviter que la maladie se transforme sur une forme plus grave. Et c'est ce qu'a démontré notre étude de phase 3, c'est que chez des patients à risque, on diminue de 50% l'aggravation et qui a abouti à une hospitalisation ou voire même des décès. Donc 50% de diminution du risque d'hospitalisation et des décès chez des patients qui étaient à risque de développer des formes graves. Donc on attrape la Covid, on prend votre gélule, c'est une gélule, c'est un traitement, j'imagine. C'est un gélule par voie orale, oui, 2 fois par jour. Voilà, ça s'avale. Et avec cette simple gélule, on évite les risques de formes graves, en tout cas dans une grande majorité des cas. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On est testé, ça c'est important, je pense que c'est important de l'expliquer. Dès qu'on a des symptômes, très vite aller se faire tester. Aller chez son médecin généraliste qui valide que vous êtes dans les critères en fait, de personnes qui sont à risque de développer une forme grave, vous prescrit tout simplement le produit, le médicament, et qui sera disponible en pharmacie. En termes de temps, quelle est l'efficacité de votre traitement? Est-ce qu'il est efficace quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le voir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut éliminer le virus le plus rapidement possible. Donc déjà, faut traiter. Plus on traite tôt, plus c'est efficace. Et c'est pour ça qu'on parle de traiter dans les 5 premiers jours qui suivent les symptômes, de façon à éliminer le virus. Après, une fois que vous avez éliminé le virus, vous êtes guéri. Mais admettons qu'on ait éliminé le virus et qu'on retombe malade 3 mois après. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. On peut reprendre le traitement sans aucune contre-indication. Il s'adresse à qui ce traitement? À quel type de patient? Alors, il a été évalué, il sera autorisé chez les patients, ce qu'on appelle, qui sont à risque de faire une forme grave et qui ont été définis comme les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, un diabète, de l'obésité ou un âge. Alors dans l'étude, c'était supérieur à 60 ans. Et qui sont les patients qui sont le plus à risque de faire une forme grave, c'est chez eux que ce sera destiné. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières justement liées à l'âge, aux comorbidités, à d'autres facteurs comme la grossesse par exemple? Femme enceinte est une contre-indication au traitement, mais sinon c'est un produit qui est très bien toléré, qui est facile à prendre, qui est efficace sur tous les variants, parce que tous les variants ont été testés au travers de... C'est une question que j'allais vous poser, on va y venir aux variants, parce que ça c'est important. Est-ce que votre traitement pourrait être proposé aux personnes vaccinées ou à celles qui ont déjà contracté la Covid? Oui. Oui, puisque le principe, en fait, c'est à partir du moment où vous êtes testé positif, quel que soit votre statut vaccinal, mais à partir du moment où vous êtes testé positif, c'est que vous avez contracté le virus et que vous êtes à risque pour ces patients-là de développer une forme grave. D'accord, même si la contraction du virus est antérieure. Vous savez que c'est une question cruciale pour tous ceux qui sont obligés de prendre des médicaments. Est-ce qu'il y a des effets secondaires?
Alors, l'étude est extrêmement rassurante et a démontré un très bon profil de tolérance, aussi bien que le placebo, donc le placebo qui est rien du tout. Oui. Voire même moins d'effets secondaires sévères par rapport au placebo. Donc non, vraiment, c'est un produit qui est bien toléré, qui se prend juste 5 jours. Je ne sais pas si on l'a précisé, c'est 2 fois par jour, dès le début des symptômes, 2 fois par jour pendant 5 jours. Certains chercheurs craignent que ces effets mutagènes puissent induire un risque cancérigène. Alors d'abord, est-ce que c'est le cas? Ce risque, est-ce qu'il existe? Et si c'est le cas, selon vous, quel est le pourcentage de risque? Alors, dans tout traitement antiviral, c'est des études qu'on fait pour vérifier qu'il n'y ait aucun risque. La batterie de tests, j'ai envie de dire, habituelle que les autorités nous demandent pour tester s'il y a un potentiel risque, et toutes les études sont extrêmement rassurantes sur le fait qu'il n'y a pas d'effet potentiel de cancer. Après, je ne vais pas vous donner un pourcentage de risque, puisque les études sont extrêmement rassurantes. Moi, j'ai essayé de lire ce qui était publié sur votre traitement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rendu public tous les éléments de l'étude clinique? Alors, c'est juste une question de temps, puisqu'on est dans une Donc, phase... ils seront disponibles. Ah, bien sûr, bien sûr. Hier, donc, ce qui se passe, c'est que l'étude était en cours. Il était prévu à mi-parcours par un comité indépendant, totalement indépendant, qui regarde les études et qui se dit est-ce qu'on arrête ou pas? Et en fait, au vu des résultats qui étaient déjà tellement énormes... Les résultats sur 775 personnes, voilà, je sur crois. 50% des patients. Oui. Les résultats étaient 775 personnes étaient tellement significatifs avec cette baisse de 50%. Vous aviez 0 décès dans le groupe molnupiravir et 50% de réduction du risque d'hospitalisation, versus le placebo, où d'ailleurs il y a eu des décès, il y a eu 10 décès, et il n'était plus éthique de continuer. On ne va pas continuer à traiter des patients par placebo quand on sait qu'on peut éviter. Donc c'était le choix d'arrêter. Par contre, l'ensemble des 1500 patients prévus ont été inclus, sont analysés, et les résultats vont être disponibles très prochainement. Vous nous dites que face aux possibles mutations du virus, ce traitement reste efficace. C'est ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un risque que le molnupiravir puisse contribuer au développement de variants ou de souches Covid plus résistantes? Pas avec les données qu'on a aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on vient bloquer la multiplication du virus au niveau de l'ARN du virus, et on n'agit pas sur la molécule spike, qui est cette... la fameuse tout le monde, molécule spike. fameuse qui est exprimée. Non, c'est sûr. Et c'est là où il y a les mutations. Donc en fait, de par son mode d'action, c'est une molécule qui devrait être efficace sur l'ensemble des variants aujourd'hui qui ont été testés, et a priori sur les autres à venir. Est-ce qu'il peut remplacer votre traitement, les vaccins? Non. On a besoin des deux. Je pense que c'est très important. Il n'y a que les vaccins qui vont nous permettre de vraiment contrôler la pandémie de façon forte et de façon collective sur l'ensemble de la population. Après, c'est vraiment une arme supplémentaire qu'on a si pour des non-vaccinés ou quand le vaccin, pour une raison ou une autre, perd en efficacité et on se refait contaminer. Et là, ça vient vraiment traiter les symptômes et éviter les formes graves. Donc c'est vraiment deux armes complémentaires, mais on le voit dans toutes les maladies infectieuses, il n'y a que la vaccination qui nous permettra à terme d'éliminer, comme on a pu le faire dans certaines maladies infectieuses, on n'en est pas là, mais en tout cas à contrôler vraiment et à limiter la propagation du virus. Est-ce que vous avez le sentiment que ce médicament, aujourd'hui, il peut changer le cours de la pandémie, ou contribuer en tout cas à changer le cours de la pandémie? Je pense que ça, par cette diminution d'hospitalisation, premier effet, alors, protection individuelle. Deuxièmement, protection de l'engorgement des hôpitaux, et je pense que ça c'est un point extrêmement important. On veut éviter les hospitalisations pour le patient, mais aussi pour notre système de santé. Et puis, troisième élément, ça devrait nous aider quand même à éviter reconfinement, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, et on n'a pas du tout envie de retourner là-dedans. Donc je pense que c'est cette arme supplémentaire qui va nous aider à vivre mieux avec le virus aussi. Et donc réduire le nombre d'arrivées à l'hôpital, en tout cas en réanimation, c'est ce que vous nous dites. Votre traitement est supposé réduire de 50% le risque d'hospitalisation, c'est ce que vous nous avez dit. Hospitalisation ou décès d'ailleurs de personnes contaminées et à risque de formes graves. Le Paxlovid, qui est le médicament anti-Covid de Pfizer, a une efficacité, lui, de 89% dans la prévention des formes graves. Là encore, chez les personnes à risque. Est-ce que ça veut dire que votre traitement est moins efficace que celui de Pfizer ? Alors non, on pourrait voir les chiffres comme ça. En fait, on ne peut absolument pas comparer des études, puisque les études ont des patients, et ça c'est en général, c'est pas juste sur ces deux traitements, on ne peut pas faire des comparaisons indirectes ou directes même de ces résultats, parce que les patients sont différents, donc les designs des études sont différents.
Donc en fait, déjà, on n'a pas encore toutes les données, ni les nôtres ne sont pas encore totalement publiées, ni même celles de Pfizer. Et il faudra vraiment regarder les différentes populations. En tout cas, les populations ont des différences, et donc on ne peut pas comparer ces deux chiffres. Le molnupiravir, enfin son nouveau nom, bien sûr, vous nous l'avez révélé, Lagevrio a été prévendu à 700 $ l'unité, 600 €, c'est le prix. Alors, c'est pas un prix qui est public aujourd'hui. Ce qui est important. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, et c'est pas un prix qu'on dévoile non plus, qui est en discussion avec les autorités. Mais ce qui est important, c'est qu'on essaye d'avoir un prix différencié en fonction du niveau de vie du pays. Pourquoi ? Parce que ça nous permet. L'objectif, c'est de pouvoir le rendre accessible partout dans le monde. Donc, plus le pays est pauvre, plus le prix sera bas. Exactement. Voilà. Exactement. 700 $ ou 600 € l'unité, c'est quand même très cher par rapport au coût d'un vaccin. Est-ce que, franchement, ça vaut le coup pour les États d'investir dans ce traitement ? Alors, oui, ça, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Vous allez non, je peux très bien répondre. Je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder. On ne peut pas comparer le coût d'un traitement par rapport à son prix de fabrication, comme vous disiez. Ce qu'il faut voir, c'est typiquement sur ce produit-là et nos programmes vaccins, par ailleurs, qui n'ont pas abouti, mais c'est aussi des investissements, c'est plusieurs milliards qui ont été investis de façon à pouvoir trouver des solutions. Donc c'est l'ensemble des coûts de la recherche qu'il faut prendre en compte dans le prix d'un médicament. Il faut aussi le comparer par rapport au coût d'une hospitalisation. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans le prix d'un médicament. Oui, c'est intéressant parce que le coût de revient du traitement a été estimé, je dis bien à 18 $ par des chercheurs de Harvard et du King's College de Londres, donc 18 $ pour le coût de fabrication de la gélule, et quand on voit que votre traitement, vous le vendez aux alentours, et vous n'avez pas démenti, aux alentours de 600 €, ou de 700 $ plutôt, ça fait une grosse différence. Donc ça inclut les prix de recherche. On ne peut pas regarder le prix d'un médicament sur le coût de fabrication. C'est toute la recherche qui est derrière, qui est compliquée, qui est à risque. On avait des programmes de vaccins qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas délivré les... Voilà, mais on s'est lancé dans ces programmes de recherche aussi, et c'est l'ensemble qu'il faut pouvoir regarder aussi. Ce traitement qui arrive aujourd'hui sur le marché, est-ce qu'il a été testé de manière secrète par des chefs d'État ? Je pense à Donald Trump, par exemple. Il y avait des rumeurs, vous le savez. Pas que je sache. Pas que vous sachiez. Non. Et vous baissez les yeux quand vous me dites ça, donc peut-être que vous le savez, mais vous ne voulez pas en parler. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Bon, vous avez reçu des commandes de très nombreux pays, les États-Unis, la France, le Japon, bien d'autres aussi. Quel est l'impact sur les résultats du groupe Merck cette année et l'année prochaine grâce à ce médicament ? Qu'est-ce que ça va changer ? C'est pas encore quelque chose qui a été publié, donc je vais pas le commenter. En plus, je n'ai pas l'information. En tout cas, il y a effectivement... Je vais vous poser la question différemment. Vous espérez en vendre combien ? Je ne sais pas. 50 000 doses en France, la Grande-Bretagne en a commandé, les États-Unis aussi, le Japon aussi, j'espère d'autres pays surtout, aussi. Le plus possible, hein, évidemment, non, c'est votre boulot. J'espère surtout le moins possible, parce que si on en vend le moins possible, ça veut dire qu'il n'y aura plus de virus. Alors ça, pardonnez-moi, mais je ne crois pas une seule seconde qu'un laboratoire pharmaceutique me dise on investit des milliards d'euros dans le développement d'un produit, on espère en vendre le moins possible. On a un ensemble de portefeuilles. On fait aussi des médicaments. On a réagi face à Ebola. Ce n'était pas dans un but lucratif, mais parce que quand on est un laboratoire investi en infectiologie, si on n'essaye pas de répondre à des épidémies comme celle d'Ebola ou aujourd'hui du Covid, il y a une vraie volonté de pouvoir répondre. Je ne dis pas qu'il faut le faire à but non lucratif, mais on n'a pas des objectifs à se dire, parce que c'est tellement dépendant de la pandémie. Et j'espère vraiment que les vaccins vont nous permettre de limiter un maximum la propagation du virus. Développer un traitement comme celui-là sur une pandémie comme celle de la Covid qui a surgi de nulle part et qui a pratiquement paralysé la planète pendant plusieurs mois, c'est arrivé aussi très vite, vos recherches. Comment c'est possible ? Comment ça s'explique ? Vous savez que sur les vaccins, et notamment les vaccins ARN, il y a eu de très nombreux doutes. Beaucoup de gens se sont demandé comment il était possible de développer des vaccins aussi efficaces aussi rapidement. Je vous pose la même question pour votre traitement. Ouais, c'est une bonne question. Comment vous avez réussi à développer en aussi peu de temps un traitement qui soit aussi efficace, selon vos études en tout cas ? En fait, et c'est pareil pour les vaccins. On n'est pas parti de zéro. Il y avait des programmes en cours. Donc déjà, face à cette pandémie, la première réaction, au travers des chercheurs, des laboratoires, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a comme molécules disponibles, de médicaments déjà développés, et est-ce qu'il y en a qui seraient efficaces ? Aucun n'a montré leur efficacité, on a testé, on ne va pas refaire l'histoire. Ensuite, il y avait des molécules en développement. Et donc, il y avait cette molécule d'une biotech qui s'appelle Ridgeback, avec laquelle on s'est associé, qui était en cours de développement, mais dans des stades très précoces d'évaluation, sur la grippe. Voilà, mais tout de suite, sur des virus relativement qui peuvent être assez similaires, on s'est dit, est-ce que cette molécule pourrait aussi servir dans le coronavirus ? Et c'est comme ça, on a changé la voie. Au lieu de le tester chez les patients contre la grippe, on l'a testé sur le coronavirus et on a continué. Donc en fait, on n'est pas parti de zéro. La molécule était synthétisée et existait.